Et bonjour, bienvenue pour ce live du mardi qui n'a pas été annoncé par un live du lundi. Mais voilà, c'est comme ça, toutes les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de farine et de santé. Pourquoi est-ce que c'est un sujet? Comment peut-on parler de santé et de farine en associant ces deux termes? Donc voilà le sujet que je vais développer aujourd'hui avec vous. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. J'aime beaucoup répondre aux questions. J'aime beaucoup l'interactivité des formats questions-réponses, plutôt que des espèces de cours magistraux ou ce genre d'événements qui sont souvent très, comment dire, très orientés, où ça manque peut-être des fois un peu d'interactivité ou de rebondissement, même si c'est nécessaire pour ensuite avoir l'occasion de poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et merci pour ceux qui écoutent directement en live, qui sont au bon endroit au bon moment. Donc, sans plus attendre, le sujet farine et santé, euh, je vais aborder ce thème en parlant déjà de la farine, de la matière première qui est nécessaire pour obtenir de la farine. Ensuite, je parlerai des techniques qu'on peut employer pour obtenir de la farine, notamment la mouture, quoi, hein, les types de moulins, les types de techniques pour écraser la matière première afin d'obtenir de la farine. Et ensuite, on pourra rapidement terminer ce live en, en, en donnant quelques caractéristiques qui permettent de différencier les farines. Quand on pense en farine, on pense à farine de blé. Mais on peut faire de la farine avec des céréales, des protéagineux, on a différentes graines pourvu qu'elles soient sèches, afin d'avoir cette fameuse poudre, ce pulvérulent que l'on appelle farine. Euh, à savoir que par exemple, il y a des exceptions forcément. Il faut savoir que pour le blé dur, lorsqu'on écrase du blé dur, on obtient de la semoule. Euh, alors la semoule, souvent quand on cuisine chez soi, on pense à la semoule utilisée pour le couscous, la semoule pour faire des taboulés, des salades un peu l'été. La semoule peut être quelque chose qui va être même beaucoup plus fin en termes de granulométrie. Mais comme on a écrasé du blé dur, on appelle ça de la semoule. La farine est donc la matière première que l'on utilise. Évidemment, pour avoir une farine de qualité, il faut une matière première de qualité. Et donc, on en revient toujours à cette notion de la définition de la qualité. Comment est-ce que je vais savoir que j'ai une matière première de qualité? Il y a plusieurs façons de le savoir. Ce que je vous dis là n'est pas exhaustif. Et puis, il y a aussi des critères de qualité qui vont être subjectifs, ou en tout cas plus importants pour certaines personnes que d'autres, et inversement, certains éléments qui sont importants pour des personnes le seront moins pour d'autres, et des éléments moins importants. Enfin, vous avez compris. Voilà, c'est l'idée. Mais parmi ceux-là, déjà, la façon dont on a produit la matière première, dont elle a été cultivée, en l'occurrence, on va prendre, pour être très général, l'exemple du blé tendre, qui est quand même très utilisé dans les gâteaux que l'on fait, les pains que l'on consomme, tous les produits à base de farine sont issus du blé tendre. C'est la céréale la plus cultivée, en tout cas en Occident. Euh, voilà l'idée, un peu, c'est de partir du blé tendre, tout en sachant que ce que je dis là est également vrai pour des pois chiches, des lentilles, du sel, du petit épeautre, que sais-je. Donc l'intérêt, c'est de savoir déjà comment a été cultivée cette matière première. Je prends un exemple. Vous achetez un paquet de biscuits. Sur ce paquet de biscuits, on va vous dire, voilà des petits biscuits au romarin, ou je sais pas, ou comté AOC. Et donc, on écrit en gros comté AOC. C'est génial, c'est un gage de qualité. Donc, vous vous dites, ces petits biscuits, c'est super. Ils vont être très bons parce que dedans, il y a du comté AOC. Sauf que la proportion du comté, ça va être quelques pourcents. Ce qui va constituer la majeure partie de votre biscuit, c'est de la farine. Mais on ne vous parle pas du blé. On ne vous parle pas en fait de l'ingrédient majoritaire, ni de à partir de quoi il a été obtenu, à partir de quelle matière première. Le comté AOC, il y a quelques pourcentages. Si l'AOC, vous savez que les vaches, elles sont à peu près bien mangées, sont à peu près bien traitées. On a un produit de qualité. Sauf que ce qui constitue la majeure partie du biscuit, encore une fois, ça va être de la farine. Cette farine, à partir de quel blé est-ce qu'elle a été obtenue? Est-ce que c'est un blé français? Pourquoi un blé français ou pas? Mais parce que en France, on a un très bon terroir. En France, il y a des critères de qualité qui sont très importants, qui permettent de valider le fait qu'on a un blé de qualité. Sans dire qu'il soit bio, raisonné, label rouge, mais déjà, voilà, on a des normes environnementales, des fois en France, qui sont plus que draconiennes, qui permettent de dire on a une agriculture quand même qui est responsable.
Donc est-ce que ce blé est français ou pas? Est-ce que ce blé a été cultivé, comme je vous disais, avec un label, avec un itinéraire technique particulier, en agriculture biologique, en nature et progrès, en label rouge, en haute qualité, haute valeur environnementale, voilà, ce genre de choses. Euh, voilà, la traçabilité. Est-ce qu'on a une information sur la variété? Est-ce qu'on a une information sur, euh, comme je vous disais, la façon dont il a été cultivé? Donc, est-ce que je sais de quoi a besoin un blé? Voilà, toutes ces informations-là, mais qui vont en fait être les plus importantes, dont on ne parle jamais. Sur un paquet de biscuits, vous verrez jamais. Alors, si vous achetez des biscuits bio, bon, tous les éléments sont bio. Mais est-ce que c'est du bio qui vient de France, encore une fois? Est-ce que c'est du bio qui vient de l'étranger? Il y a du bio qui peut traverser la planète pour venir jusque chez vous dans votre assiette, mais c'est bio. Quelle est sa valeur? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous va pas? Toutes ces questions-là. Si je reprends l'exemple de mon biscuit, comment a été cultivé le blé? En bio ou pas? S'il n'est pas en bio, est-ce que je sais si on a mis beaucoup d'azote? Est-ce que je sais s'il y a eu des fongicides, des pesticides? Est-ce que je sais comment était le sol? Est-ce que le sol était vivant? Est-ce que le sol était saturé en nitrate? Évidemment, si je pose ces questions-là, tout ça, on ne le sait pas. Ça n'est pas marqué. Et pourtant, ça se pose. Parce que forcément, ça aura un impact sur votre santé. Je prends un autre exemple. Ça peut être bio, mais si la personne qui cultive ne connaît pas bien son sol, n'est pas trop calée en pédologie, elle peut avoir des blocages dans certaines matières. On peut avoir un blocage du sol pour le magnésium. Parce qu'on n'est pas sur un sol vivant, il y a des carences, etc. Donc, des produits carencés, un manque de magnésium ou de tels éléments, on peut ensuite, après, à la longue, euh, participer à un faisceau de causes qui vont expliquer certaines maladies, certains problèmes de santé. Il ne s'agit pas de dire ici, on a bien entendu, hein, certaines carences vont faire partie d'un faisceau de causes, voilà, qui pourront amener à des problèmes de santé. Voilà. Il y a un faisceau de causes. Il ne s'agit pas de dire si vous manquez de ça, vous allez avoir ça. Parce que déjà, c'est jamais une seule chose, je pense. Et puis en plus, c'est toujours une question de proportion ensuite. Et là, c'est plus compliqué. Mais voilà, si on essaye d'agir sur différentes choses, pour être en bonne santé, par exemple, je pense que on sait tous qu'il faut faire du sport, il faut manger équilibré, il faut essayer d'avoir un peu voilà, soigner ses relations avec les autres, parce que voilà, si je sais pas, on déteste quelqu'un, on est toujours en colère, peut-être qu'on va se faire un ulcère, ce genre de choses. Il y a des associations aussi entre la psyché et la physiologie, notre santé. Alors, on agit sur, mon propos, c'est de dire qu'on agit sur plusieurs choses, plusieurs causes, d'où ce faisceau de causes. Euh, donc c'est voilà, c'est l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule chose qui va causer. Évidemment, si je fume comme un pompier pendant 50 ans, peut-être que je vais avoir plus de chances de développer un cancer à la gorge que quelqu'un qui n'a jamais fumé. Il y a aussi des gens qui fument pas et qui vont avoir un cancer au poumon, voilà. Voilà, mais parce on parle de faisceau de causalité. Et mon propos n'est pas de dire mangez ci, mangez ça et vous serez sauvé de ci ou de ça, ou vous n'attraperez pas ci. Non, mon propos est de dire travaillons sur différents points, l'alimentation en est un, pour être en meilleure santé, en tout cas pour optimiser nos chances d'être en bonne santé. C'est l'idée. J'en reviens, voilà, ceci étant expliqué, j'en reviens à mon propos concernant la farine, concernant la matière première avec laquelle la farine est faite. On prend l'exemple du blé, voilà, on ne sait pas, en tout cas quand on regarde un emballage, on ne sait pas comment a poussé le blé qui a permis de faire la farine qui compose l'aliment que l'on est en train d'acheter. D'où l'idée de se réapproprier un peu ce savoir, d'avoir un contact direct avec un producteur qui produit de la farine, parce qu'on sait comment, il peut nous dire comment est-ce qu'il a produit son blé ou ses céréales. Donc de revenir à ça, pour moi, en tout cas aujourd'hui en France, c'est le seul moyen d'être parfaitement informé sur ce que l'on donne à manger à notre corps. Euh, et donc pour ça, si vous voulez, c'est après chacun fait ses choix. Est-ce que moi je veux un blé qui a poussé en bio? Non mais d'accord, mais est-ce que bio ça suffit? Parce que encore une fois il y a le label. Mais est-ce que je suis sûr que la personne qui cultive en bio, euh, elle est pas loin de chez moi? Pour moi le local est important. Est-ce que je suis sûr que cette personne-là a un minimum de connaissances dans le fonctionnement du sol? Est-ce que ces terres ont eu des précédents et sont saturées en métaux lourds? Ou, vous voyez, et donc forcément ça reste tout ça. Donc il ne s'agit pas de psychoter, de se faire peur, mais d'avoir accès à un minimum d'informations quand on n'en a pas du tout. C'est de trouver le juste milieu. On va pas aller dire à quelqu'un, oui, non, alors attends, je vais aller faire une analyse de sol avant de t'acheter des produits. On va peut-être pas aller jusque-là. Mais entre ça
et ne rien savoir du tout. Il y a peut-être un juste milieu à trouver dans l'information à laquelle on peut avoir accès concernant notre alimentation. Voilà l'idée un peu de ce propos-là. Donc concernant la matière première, je me répète, mais là, ça peut être intéressant de savoir qui l'a produite, à quel endroit et de quelle manière. Voilà. Et ce faisant, on sait déjà qu'on va avoir une matière première qui est de bonne qualité. Parce que on peut, si vous voulez, le danger, c'est qu'on va avoir des matières premières, on peut avoir un blé, pour prendre du coup un autre exemple qu'un blé en agriculture biologique, qui encore une fois, c'est un gage de qualité, mais c'est pas le seul et il n'est pas suffisant. Mais on peut avoir des blés, par contre, qui vont être sur des rotations très courtes, blé tournesol ou blé maïs, sur des sols pratiquement inertes, dans lesquels on va apporter des éléments chimiques externes afin de nourrir la plante. Mais il faut savoir que quand on apporte des éléments chimiques, on apporte NPK, azote, potasse et NPK et phosphore. C'est ces trois éléments pour la plupart des plantes. Euh, alors on peut apporter d'autres éléments avec alors des cholages, mais ça c'est pas bon pour les plantes, c'est pour le sol. Donc pour les plantes, mais on peut apporter aussi des oligo-éléments, mais grosso modo dans l'agriculture, on apporte NPK avec une majorité d'azote. En tout cas notamment pour les céréales. Les céréales, les graminées sont gourmands en azote. Mais si vous voulez, quand on apporte ça, on n'apporte pas tous les autres éléments, les sels minéraux, les oligo-éléments, les différents fers, zinc, cuivre, manganèse, voilà, tous ces éléments dont on a besoin en petite quantité que les plantes peuvent synthétiser, mais qu'elles ne nous restitueront pas si ces éléments sont absents du sol. Et qu'on n'apporte pas en agriculture. Voilà, à nous de soigner notre sol pour que ces éléments-là soient dans le sol, d'avoir un sol vivant qui va synthétiser tous ces éléments-là, qui va développer des synergies entre les plantes. Si on est sur un sol inerte et que l'on apporte NPK, voilà, trois fois sur un cycle, notre plante va être carencée. Si en plus on a de l'azote en excès, il faut savoir par exemple qu'un blé ou une plante qui va avoir de l'azote en excès va développer va être très très chargée va se gonfler d'eau, va être très chargée en sève, va être très très verte, va donc attirer des ravageurs. Pucerons parmi le plus connu, mais voilà, d'autres ravageurs. Pour éviter les ravageurs, qu'est-ce qu'on va mettre? Vu qu'on est sur un sol inerte qui a été désherbé, il n'y a pas d'habitat pour des auxiliaires qui pourraient se nourrir des ravageurs, on va amener des insecticides. Comme il y a trop de végétation, comme les conditions, il y a trop d'humidité, trop de végétation parce que trop d'azote, les plantes vont mal respirer, vont développer certaines maladies fongiques, on va apporter des fongicides. Donc tous ces produits en cide, évidemment, ne favorisent pas la vie du sol, ne favorisent pas l'environnement autour de la plante. Ça va être ciblé pour apporter une réponse curative à un problème souvent que l'on a provoqué par un déséquilibre. Et tout ça également se retrouve dans la plante, forcément. Et même si on peut dire qu'on est sur des petites doses, année après année, rotation après rotation, cycle après cycle, tout ça s'emmagasine dans le sol, tout ça forme un cocktail au niveau de la plante dont on n'a aucun véritable recul quant aux effets nocifs potentiels qu'ils peuvent avoir sur nos organismes. Ce qu'il faut savoir quand même que ces produits que l'on met, il y a des formations et des normes en agriculture où on vous apprend à mettre une combinaison quasi de cosmonautes pour les manipuler. Alors on me répondra oui, mais encore une fois c'est très dilué, oui d'accord, ok, mais on parle là sur des années, sur des décennies. Voilà, donc tout ça s'accumule. Mais il faut bien savoir que sur les bidons de certains de ces produits, il y a une tête de mort, il y a, vous savez, les petits pictogrammes là avec le poisson qui meurt ou l'arbre qui fond. Enfin, je sais plus. Voilà, et il faut mettre des gants, il faut mettre des combinaisons étanches, il faut évidemment pas le respirer. Voilà, et ça on le met quand même sur les plantes que l'on fait pousser pour se nourrir. Il faut le savoir, il y a zéro jugement dans ce que je dis, chacun fait ses choix. Aucun agriculteur, aucun paysan ne se lève le matin en se disant je vais flamber la planète ou c'est mon plaisir de polluer. Mais c'est important de savoir de quoi on parle. Et ensuite, c'est en étant informé que que le consommateur final pourra faire un choix en son âme et conscience et en toute liberté. Si on ne sait pas
comment les choses sont produites, si on n'a pas ces informations-là, on peut pas faire un choix éclairé. Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire de montrer du doigt qui que ce soit, mais de dire les choses pour que les gens puissent faire un choix. Et c'est important que les gens qui ont telle ou telle pratique, en mettant quelqu'un qui met du glypho, puisse dire, ben, moi je mets du glypho parce que si, parce que ça, du glyphosate, et j'en mets en telle quantité. Voilà. Et il se trouve que voilà, moi comme j'en mets en toute petite quantité, une fois pour péter mon couvert, parce que je suis en agriculture de conservation, ben, venez voir chez moi, j'ai des vers de terre, j'ai de la vie du sol, etc., etc. Ok. Euh, le mieux que puisse dire un producteur, aux personnes qui sont intéressées pour lui acheter ses produits, c'est venez et voyez. Venez et voyez comment je travaille. Voilà. Avec des portes ouvertes, avec voilà, mais vous comprenez l'idée. Euh, je prends un exemple, un autre exemple où on n'a pas beaucoup d'informations. Prenez une bouteille de vin. J'aime beaucoup le vin, j'ai beaucoup d'amis qui sont vignerons, mais ce sont d'ailleurs eux qui m'ont fait prendre conscience de ça. Sur une bouteille de vin, vous n'avez absolument pas la liste des produits ou des améliorants qui vont être rajoutés dans la cuve. Vous savez si le raisin a été produit en bio ou à tel endroit ou en haute valeur environnementale, ce genre de choses, ce genre de label, mais ensuite ce qui se passe en cave, vous savez pas? Combien est-ce qu'on a mis? Alors, contient des sulfites. Oui, non, mais d'accord. Mais entre quelqu'un qui met, je sais plus, 60 ou 100 grammes de sulfite, alors, est-ce que c'est par litre ou par hecto, je sais plus. Et quand même qui en met deux. Voilà, il y a des rapports comme ça, de fois 100, de fois 30, et de fois 10. On le sait pas. On ne sait pas, plus tous les autres améliorants, parce qu'on peut faire pas mal de choses en cave pour travailler son vin, pour voilà, rajouter différents ingrédients. Euh, c'est pas ça. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas pour l'instant, de dire voilà, j'ai rajouté tout ça dans ma cuve, donc forcément ça se retrouve dans mon vin. Ouais. De la même façon que sur un paquet de farine, voilà, on sait si le blé est bio, on sait si euh, on peut savoir s'il est français ou s'il est label rouge. Donc c'est pas du tout dans le plus de détails comment il a été cultivé et surtout comment aussi il a été conservé. Je parlais des cultures. euh, mais on peut parler de la conservation. Je termine avec les cultures parce que si vous voulez, euh, on, on sait qu'il a été en bio, d'accord, on sait qu'il n'était pas bio. Mais une fois que j'ai cette information, j'ai pas plus de détails. Il peut avoir été en conventionnel et n'avoir eu aucun traitement. Sauf on a quelqu'un qui ne prend pas le label bio parce que ça le gonfle, mais qui cultive sans faire de traitement. On peut avoir quelqu'un qui a fait 3 passages d'insecticides ou 2 passages de fongicides ou zéro cette année parce que voilà et du coup bah, c'est un peu mieux que l'année dernière parce qu'il y a moins de passages de fongicides ou qu'il n'y en a pas du tout. Tout ça, on ne sait pas. On n'est pas dans ce détail-là, si vous voulez, de comment la plante a été cultivée. Et sans rentrer encore une fois dans une espèce de suivi où on est derrière l'agriculteur ou avec lui dans son tracteur pour voir comment il fait. Mais encore une fois, trouver un juste milieu. Parce que ce n'est pas la même chose de dire je cultive en faisant un apport d'azote avec zéro insecticide et aucun fongicide parce que j'ai semé avec une densité plus faible, donc mes plantes peuvent respirer, etc. C'est pas la même chose que de dire je fais 3 apports d'azote, un insecticide, 2 fongicides, je sème mon maximum, euh, mais comme je dilue pas trop, comme je dilue beaucoup, je suis en HVE ou je suis en raisonné. On n'en sait pas plus. Et ensuite, je parlais du stockage. Donc, pardon, je reviens encore sur la culture. Dans les grandes lignes, c'est important de savoir, voilà, est-ce qu'on est en agriculture biologique, est-ce qu'on est en agriculture raisonnée, en conventionnelle. Déjà, ça donne une indication. Mais ensuite, voilà, quel est l'itinéraire technique? Est-ce qu'on est en agriculture de conservation? Est-ce qu'on est en semi-direct sous couvert? Est-ce qu'on est sur des sols nus? Combien est-ce qu'il y a eu d'apport d'azote? Est-ce qu'il y a eu des pesticides, des fongicides, des insecticides. Voilà. Combien il y en a eu? Voilà, ces fameux cides, combien il y en a eu sur ma plante? Bah, c'est pas la même chose s'il y en a eu un que s'il y en a eu 5. Là, où là, on a encore, en plus d'avoir l'effet de quantité, on a un effet cocktail, on va dire. Voilà. Il pourrait très bien y avoir, j'imagine, je réfléchis à vote en même temps que je l'évoque, mais on pourrait dire on a différents critères comme ceci, ou sur les apports nutritifs, sur les produits chimiques utilisés, sur, je sais pas, une analyse de sol vivant, sol inerte, sur, enfin voilà,
euh, l'itinéraire technique, à savoir, voilà, est-ce qu'on travaille le sol ou est-ce qu'on est en semi-direct sous couvert, donc il va favoriser aussi toute une faune propice à la diminution des insecticides parce qu'on aura des auxiliaires. Voilà, c'est ces quatre. Coucou, salut Ellie, merci. Salut Arturo. Et hi buddy. Thanks for watching. Euh, donc voilà, c'est ces quatre critères. On pourrait avoir encore des échelles à chaque fois pour juger de la qualité. En tout cas, pas pour juger de la qualité, mais pour apporter de l'information. C'est plutôt l'idée. C'est pas juger de la qualité, c'est apporter de l'information pour que les personnes puissent faire un choix libre un choix en tout cas éclairé en toute liberté. Donc ça c'est pour la culture. Ensuite la conservation. Comment est conservé mon blé? Comment est conservée ma céréale? Donc il faut savoir qu'après la moisson, si vous voulez, on va stocker les céréales dans des silos. Alors les moissonneuses aujourd'hui font quand même un super boulot. Le blé qui arrive en sortie de moissonneuse est quand même très bien trié. Il reste qu'il est quand même assez poussiéreux. Donc l'idéal, avant de partir en silo, c'est qu'il puisse y avoir déjà un premier triage, un premier traitement de la céréale, de dépoussiérer tout ça, pour éviter la formation euh, comment dire, de moisissures si ça venait à chauffer, mais surtout l'apparition favoriser l'apparition de ravageurs attirés par la poussière, la saleté sur les graines. Ensuite, dans les silos, il y a des ravageurs autres que les insectes, que les petites bestioles ou que les acariens, qui vont être des rongeurs ou des oiseaux. Avec des contaminations forcément. Mais on va avoir, que ce soit pour les rongeurs ou les insectes, notamment par exemple les charançons, pour les repousser, on va avoir recours à des insecticides ou du raticides. Tout ça est à proximité des silos, ou peut se retrouver dans les silos. Et donc ça se retrouve sur l'enveloppe de la graine de blé. Est-ce que donc voilà, comment a été conservé le blé? Ensuite, voilà, le blé est trié. Euh, le, le blé va être trié, le blé va être mouillé, le blé va être brossé avant d'être écrasé. Donc il y a quand même un nettoyage de la graine. Il n'empêche que, par exemple, si on a un brossage, on a un mouillage du blé, il n'empêche que s'il y a eu des produits qui ont été répandus sur la graine lors du stockage, il y a quand même une partie qui va rester, par exemple, dans l'enveloppe. Si ensuite c'est écrasé pour faire un blé complet, donc un blé qui contient quand même une grande partie de l'enveloppe de la graine, pour avoir pardon, une farine complète, on va retrouver ces éléments chimiques ou qui ont été mis au stockage, vont se retrouver en plus grosse quantité dans notre farine. Donc le stockage, le traitement de la céréale après récolte a aussi une importance dans la qualité finale du produit que l'on va introduire dans le moulin. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est pas de faire peur ou de quoi que ce soit, ou encore une fois, de juger, mais de donner les différents éléments, les différents, comment dire, points importants, les différentes étapes dans la production d'une matière première, jusqu'à son arrivée dans le moulin, afin que chacun puisse rechercher les informations qui l'intéressent et à nouveau choisir les aliments, les matières premières qui l'intéressent par rapport à ses propres critères. Voilà, l'idée est vraiment d'informer, en gros, d'ouvrir la porte de l'exploitation, de la ferme, pour que les gens puissent savoir quelles sont les étapes importantes et quelles sont les choses un peu à savoir, les critères à connaître pour pouvoir choisir ce que l'on souhaite consommer. Merci pour le pouce bleu, merci beaucoup. Donc voilà un peu pour tout ce qui concerne la matière première que l'on va donc maintenant mettre dans un moulin. La mouture, le fait d'écraser notre matière première, d'écraser notre céréale, a également une importance sur sa qualité. Alors c'est un sujet que j'avais développé, mais que je reprends un peu aujourd'hui avec un angle différent par rapport à la farine et à la santé. On est moins ensuite là sur le côté technologique. Il n'empêche que pour la farine, si vous voulez, la façon dont on va la moudre, dont on va écraser la céréale, va avoir une influence sur la qualité et également sur la santé. Je prends un exemple. Euh, à blé égal, on a le même blé. Euh, on va faire du pain avec, on va acheter du pain qui est fait avec ce blé. On aime avoir un pain qui est très développé. Ok. Sauf que la façon dont on écrase le blé va avoir une influence sur le développement de la pâte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moutures qui vont moins se respecter la graine que d'autres. Si elles se respectent moins la graine, on va dire que le réseau glutineux, par exemple, peut être un peu endommagé. Et donc ça va à blé égal, on aura un pain qui va moins bien lever, une pâte qui va moins facilement se travailler. Et donc pour compenser cela, on va rajouter du gluten, par exemple. C'est ce qu'on en appelle, on va corriger la farine. Parce qu'au départ, ma mouture a fait que
les liaisons gluten-amidon, par exemple, vont être un peu endommagées. Mais j'ai choisi cette mouture-là parce qu'en fait, elle est plus efficace, parce que ça va plus vite, j'ai plus de rendement. Du coup, comme je sais que j'ai un peu plus endommagé les amidons, je vais rajouter du gluten pour corriger ma farine et que, à blé égal, je viens compenser l'effet de ma mouture pour toujours obtenir ce fameux pain qui va bien lever. À l'inverse, je peux avoir une mouture qui va plus respecter la céréale, par rapport à ce critère-là, de respect des liaisons gluten-amidon. Du coup, peut-être que mon moulin est moins efficace en termes de rendement, de rapidité, de production de farine à l'heure, mais je n'aurai pas besoin de corriger ma farine, de lui ajouter du gluten pour avoir ce même pain qui lève. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce choix de mouture va avoir une influence parce que dans un cas, il va falloir que je corrige ma farine pour avoir le même résultat. Dans l'autre cas, j'ai pas besoin de corriger ma farine. Par contre, je suis moins efficace, donc peut-être ma farine sera plus chère parce que mon moulin tourne moins vite et qu'il va falloir que ça prenne plus de temps, ça prend plus d'énergie, etc., etc. Donc tout ça, ce sont la qualité de ma farine et donc forcément sur l'influence que ça peut avoir sur ma santé. Je prends l'exemple du gluten parce que c'est quand même un sujet, on va dire, assez prégnant, mais si je fais un pas de côté, je prends un exemple. Prenez des pommes, prenez une cagette de pommes. Euh, si vous mangez une cagette de pommes tous les jours, voilà, le soir, c'est pas compliqué, vous faites votre repas et après votre repas, avant d'aller vous coucher, vous mangez une cagette de pommes. Voilà, vous forcez à la manger tous les soirs. Il y a de fortes chances que rapidement, peut-être même dès le premier soir, vous soyez malade, parce qu'une cagette de pommes, il faut se l'enfiler. Et vous forcez votre corps à l'ingérer. Alors, et vous êtes malade, vous avez mal au ventre, vous avez des maux de ventre, la dernière pomme, elle passe pas, et le lendemain, si vous voyez une pomme, vous avez des nausées. Euh, Est-ce que vous allez vous dire que le problème, c'est la pomme? Il y a de fortes chances que vous vous disiez, j'en ai trop mangé. Bon, je reviens vers le gluten. Euh, il se peut que si on mange trop de gluten, à un moment donné, notre corps puisse dire stop. Euh, donc, si vous avez des aliments à base de farine corrigée, donc dans lesquels on a rajouté du gluten, si vous avez des aliments qui ne sont pas à base de farine, mais dans lesquels vous pouvez trouver de l'amidon, parce que ce sont des éléments de conservation, euh, ça fait encore des protéines que l'on rajoute. Il se peut qu'à un moment donné, notre corps dise stop. Salut Marie-France. Donc si notre corps dit stop, dès qu'on va remanger un bout de pain ou remanger une farine, notre corps dit stop. Et donc on se dit, je ne peux plus en manger. Peut-être qu'on pourrait en manger moins, en manger mieux, et qu'à nouveau, on pourrait le digérer. Je mets beaucoup de précautions, vous voyez, parce que je reviens à mon propos de départ, tout ça est multifactoriel. Il peut y avoir un lien aussi, le gluten, euh, un lien psychosomatique. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ça. À chacun de faire ses recherches. Mais voilà, je ne veux pas m'agglutiner à cette famille. Bon, on peut peut-être creuser la relation au père dans le rapport au gluten. Je dis pas que si tout va bien de ce côté-là, ça va régler le problème. J'apporte une piste de recherche en plus. C'est tout. C'est tout. Il y a aucune conclusion, j'en tire aucune conclusion. Mais voilà l'idée, si vous voulez, c'est-à-dire que si on associe un possible rejet à une trop grande quantité, si on a un type de mouture qui va favoriser, qui va commander un ajout de gluten pour avoir ensuite une qualité de produit final donné, forcément tout ça concourt à une plus grande quantité de gluten, pour ne parler que de lui, on pourrait parler du lactose, une trop grande quantité de gluten et trop plus trop va faire qu'à la fin il y a saturation. En tout cas, c'est une cause parmi d'autres, mais de possibilité de saturation. Ce phénomène d'ajout supplémentaire. À l'inverse, si j'ai une mouture qui, parce que on respecte les liaisons gluten-amidon, donc une mouture, évidemment, c'est une mouture sur moulin de type astrier, comme on les fabrique chez Astrea. Donc un céréalier, un meunier, un minotier qui va écraser des blés à qualité égale, on parle, avec un moulin Astrea, va, si vous voulez, dérouler la graine, il ne va pas l'écraser, et en déroulant la graine plutôt qu'en l'écrasant, il va
plus respecter les liaisons gluten-amidon, donc permettre ensuite au boulanger ou à n'importe qui utilisera sa pâte d'avoir un réseau glutineux de meilleure qualité, donc avoir un pain qui lève mieux, qui va mieux se développer, euh, comparativement à un autre type de mouture où là peut-être que ça ira plus vite, mais qui nécessitera ensuite que l'on corrige la farine en lui apportant par exemple des améliorants, notamment on peut rajouter du gluten ou des améliorants, afin d'obtenir ce fameux pain qui lève bien ou des recettes qui lèvent bien. Sauf que dans un cas, on aura rajouté du gluten au gluten déjà présent dans ma céréale. Dans l'autre cas, typiquement avec un moulin Astrea, peut-être on n'aura pas eu forcément besoin d'ajouter du gluten ou en moindre quantité pour avoir un résultat équivalent. Ouais, donc vraiment la mouture pour cette partie-là, donc qu'on va associer à la santé, a un réel impact, a vraiment un effet différenciant sur le résultat final. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu avec les techniques de mouture. Je rentre pas dans le détail des différents moulins aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire un focus sur la farine. Pour les différents types de mouture, j'ai détaillé ça dans un live précédemment. Je pourrais y revenir plus tard en faisant vraiment un focus sur les différents types de moulins à nouveau. Là, c'est vraiment la farine et la santé. Donc, ma farine, avec quelle matière première est-elle faite? Ensuite, ma farine, avec quelle machine est-ce que l'on obtient? Euh, voilà pour les grandes lignes. Euh, donc alors, évidemment, hein, ça demande des recherches. Alors, à nouveau, je donne des pistes, mais oui, si on souhaite, comment dire, retrouver une certaine maîtrise sur sur ce qui compose notre alimentation, forcément, ça demande des recherches, ça demande d'y passer un peu de temps, mais il faut pas se mettre la pression. À mon sens. Et il faut y aller petit à petit. Là, je parle de la farine aujourd'hui. Bon, ben, très bien. Vous pouvez commencer avec la farine. Aujourd'hui, voilà, à partir d'aujourd'hui, on se dit, ben, moi, effectivement, je vais aller rechercher une farine qui est cultivée de telle façon. Et si je pouvais la trouver avec tel moulin moulu de telle façon plutôt que de telle autre, je vais la prendre. Et puis, je stocke un petit peu parce que comme il a fallu que je fasse une demi-heure de route pour trouver la personne qui me propose ce produit, ben, je vais en prendre plutôt 5 kilos que 1 kilo. Et puis, à moi de bien les stocker. Mais au moins, voilà, et je les ai, et je m'organise comme ça. Et puis, une fois que ça c'est fait, bah, je passerai à autre chose. Je regarderai pour les légumes, ou je regarderai pour la viande, plutôt que de se dire bonjour Micheline, bonjour, merci beaucoup, merci pour vos commentaires. Ça fait toujours très plaisir de vous voir et m'écrire. Et voilà, j'espère que vous allez bien et je pense très très fort à vous. Merci Micheline. Et donc je reviens à mon propos. Donc voilà, on commence par la farine et puis une fois qu'on a rodé l'approvisionnement en farine, on peut passer à autre chose. Mais c'est toujours, à mon sens, je, je pense personnellement qu'il c'est mieux de commencer comme ça, produit par produit, plutôt que de se dire demain j'achète tout bio ou demain je mange que des trucs de producteurs. Parce qu'on va le faire une fois à gauche, à droite, puis c'est du temps, c'est un investissement et on se décourage. Commençons par mettre en place, je parle à la farine, mais les légumes, voilà, je prends mes légumes à un producteur, ou je prends ma viande à un producteur. Et puis ça se met en place. Je prends en plus grande quantité, donc j'organise mon stockage, mes appros, etc. Et il faut donc ça se rende plusieurs mois. Et peut-être qu'au bout d'un an, voilà, j'ai fait mes légumes, maintenant, voilà, c'est la farine. Voilà, mais pas avoir peur d'y aller étape par étape lorsqu'on souhaite changer quelques habitudes, pour que justement on reprenne des habitudes. Et c'est plus facile de prendre une habitude, une nouvelle habitude une par une, que de se dire je change tout du tout au tout, pour au final se décourager et revenir à la case départ. Voilà pour la petite parenthèse méthodologie. Et donc, voilà, après avoir parlé de matières premières, après avoir parlé de type de mouture, je vais terminer ce live en parlant de caractéristiques pour la farine, et notamment celle que l'on connaît tous le plus, le fameux T. T80, T65, T55, T130, T150, T170, T45, voilà pour les plus, T110, les plus utilisés. Ce fameux T, c'est le taux de cendre. Qu'est-ce que c'est que le taux de cendre? C'est une norme qui est très parlante pour la mouture sur cylindre, puisque la mouture sur cylindre aboutit, si vous voulez, à composer une farine, à la composer en fonction des différentes couches successives qui vont composer la graine de blé notamment. C'est pas bien ou mal, en tout cas c'est comme ça, donc ça force ça a un résultat. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on a telle chose et comment ça a été fait pour savoir si on veut la choisir ou pas. En tout cas, voilà, ce fameux thé a été vraiment développé dans un échantillon de farine obtenu. On le met dans une petite coupelle, on met une quantité d'eau dans une petite coupelle, dans un four, je crois que c'est chauffé à 400 degrés et quelques pendant un temps donné, et ensuite on va peser ce qui reste, donc les cendres, en gros. Et ce fameux taux de cendre, ça reflète
très schématiquement pour ne pas rentrer dans le détail, mais la quantité de carbone qui est présente dans la farine. Donc le carbone principalement, ça va être l'enveloppe. C'est la quantité de son qui reste dans ma farine. C'est savoir si ma farine est plus ou moins piquée avec du son, si j'ai rajouté plus ou moins de carbone de l'enveloppe externe de la graine. Sachant que plus on va de l'extérieur vers l'intérieur de la graine, vers l'amande, on a de moins en moins de carbone, donc de cendre. Et donc, si vous voulez, le taux de cendre rend compte de cette quantité de carbone présente dans la farine. Donc ça a une influence sur la quantité de fibres, sur voilà, et de certaines vitamines, certains éléments. Sur la couleur de la farine aussi, une farine qui va être plus riche en carbone, plus piquée, donc plus complète, va avoir une couleur plus foncée. Donc on associe la farine blanche à un thé très faible, une T45. Alors, le T45 c'est plus une farine vraiment de gruau, mais une T55 ou une T65, c'est la plus utilisée. Une T65 va être très blanche parce qu'elle est moins piquée, il y a moins d'enveloppe de la graine à l'intérieur, comparativement à une T110 ou une T130, ou même une farine complète, T150, où là il y a beaucoup plus de son. Si vous la regardez entre vos doigts, vous verrez des petits copeaux, des petites paillettes, qui sont des parties de l'enveloppe qui sont donc présentes dans la farine. Et donc forcément, quand on fait notre test du taux de cendre, il reste plus de cendre dans la coupelle pour une T150 que pour une T65. Voilà. Quel est l'intérêt d'avoir une farine plutôt que l'autre? On va pour une T65, c'est une farine qui est plus blanche, qui va mieux lever qu'une farine T150, parce que à partir du moment où vous avez plus de son, plus de fibres, si vous voulez proportionnellement, la quantité de gluten, de protéines diminue, et donc si vous voulez, on aura un réseau glutineux moins développé afin d'emprisonner les gaz de fermentation, et donc une levée qui va être un peu moindre. Donc plus une farine est complète, moins vous aurez de levée. Attention, ça lève, hein, c'est pas. Mais si vous voulez, voilà, si on compare les deux, vous aurez un développement, pour ne parler que du pain, qui sera moins important, par exemple, que sur une T65. Ou alors, il faudra rajouter plus de, de levain ou de levure. Et si vous voulez, en fait, plus votre farine est riche en fibres, plus lorsque vous allez tisser votre réseau glutineux, elle va être un peu cassante. Et donc, emprisonner moins facilement les gaz de fermentation. Voilà, j'essaie vraiment de vulgariser un peu, de rendre les choses un peu simples et surtout très visuelles. Donc voilà pour ce taux de cendre. Une farine va aussi plus complète, donc avec un taux de cendre plus élevé, sera plus riche en fibres. Donc après, pour les gens qui recherchent aussi une certaine digestibilité, ça peut avoir une influence, tout en sachant que la partie, on va dire, le son est plus difficilement digeste pour notre organisme. Donc une farine plus complète, ça peut être pas mal de privilégier une fermentation sur levain, où, si vous voulez, on produit une fermentation lactique qui va notamment dégrader de façon plus efficace et plus active, ce qui est moins digeste dans le son, dans les fibres par notre organisme, que si on avait une fermentation sur levure, là, une fermentation alcoolique. Voilà, là on parle, après on rentre dans le détail de la panification. Mais en tout cas, voilà, ce critère du thé est assez, on va dire, comment dire, est très utilisé. Pour une mouture sur moulin à meule de pierre de type Astria, en tout cas moulin Astrea, on peut faire analyser les farines. Donc si vous voulez ce fameux thé, donc comme je vous ai expliqué le procédé, donc on a après un taux de cendre et avec une fourchette qui permet de donner le T80, T65, T110. Personnellement, moi je fais analyser mes farines pour savoir quel est le thé, mais sur les étiquettes, je préfère mettre équivalent parce qu'il faut savoir que ce type de mesure est moins adapté pour une mouture sur meule de pierre, où là, si vous voulez, on n'a plus un assemblage de telle ou telle partie de la graine, mais l'intégralité de la graine présente dans la farine. Et donc, forcément, si d'une année sur l'autre, ma plante ne va pas minéraliser la même chose, et comme je corrige pas ma farine, comme je viens pas la rogner avec des tamisages entre chaque passage, entre les meules, entre les cylindres, je viens pas tamiser pour faire ensuite un assemblage en un seul passage sur un moulin Astrea. Dans ma farine, j'ai l'intégralité de la graine, j'en reviens plus après, et donc forcément, mon taux ma quantité de carbone peut varier. D'où l'intérêt d'analyser ou de mettre équivalent T80, équivalent T65, afin de plus voilà que le consommateur soit informé dans les règles, on va dire qui le protègent tout simplement par rapport à des risques de fraude ou de mauvaises informations.
Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce sujet-là. Donc voilà, pour la farine associée à la santé, être attentif à la matière première. Et c'est pas évident, on a peu d'informations au final. Mais en tout cas, voilà, d'avoir bien conscience, de ne pas forcément se laisser embarquer quand on achète des plats cuisinés ou des produits finis. La quantité de farine dedans est forcément parmi les plus importantes, sauf que j'ai peu d'informations sur cette farine-là et sur la matière première qui la compose. Voilà, donc ça, c'est une recherche possible. Une autre recherche, c'est la façon dont cette farine a été écrasée, qui a une importance, à chacun ensuite de voir en fonction de ses critères. Et voilà, je terminais en vous donnant l'explication du T, du fameux taux de cendre, qui est la principale caractéristique, en tout cas voilà, pour le grand public, utilisée pour caractériser les farines. Ensuite, ça sera pour être intéressant pour un boulanger d'avoir le P sur L, d'avoir le W. Voilà, vous cherchez analyse farine, W, la lettre, analyse farine, P sur L, et vous verrez, ce sont les caractéristiques, on va dire, physiques de la farine, enfin de la pâte qui sera obtenue à partir de cette farine-là. Et donc, voilà, qui sont les critères quand même importants pour les boulangers, de même que l'activité enzymatique de la farine, qui pourra donner des renseignements en vue de la fermentation que l'on provoquera lors du travail de la pâte. C'est passionnant, c'est tout ça, encore un vaste sujet. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, également à proposer des thèmes, de proposer des thématiques sur lesquelles vous voudriez que je, que je m'aventure, que je développe un petit peu. Voilà, ça me ferait très plaisir et également de revenir vers Astreya si, comme la majorité de nos clients, pour ne pas dire la totalité d'entre eux, vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé ou plus thématique sur un des éléments de la filière blé farine pain. Très bonne journée à vous, encore merci et à bientôt. Ciao.